Le 14 octobre 1944, 06h23 précise, coordonnées 48 degrés 17 N, 7 degrés 44 E, forêt des Vosges, secteur Est. Le capitaine Heinrich Müller, 34 ans, originaire de Stuttgart, fixe l'impénétrable mur de brume devant lui. Sa main tremble légèrement en tenant les jumelles, non de peur, mais d'incompréhension totale. Derrière lui, 200 hommes de la 553e division d'infanterie de la Wehrmacht attendent ses ordres. Devant lui, le néant. Une brume épaisse comme du coton, immobile, contre toute logique météorologique. Son radio-opérateur, le sous-lieutenant Franz Weber de Cologne, 22 ans, répète pour la 17e fois dans son micro. Wotan actual à Commandeur Ost, nous avons perdu tout contact avec les bataillons Zweig et Drei. Confirmé réception. Silence. Weber regarde Müller. Tous deux savent qu'ils viennent de perdre 1800 hommes sans un seul coup de feu. Dans exactement 4 heures et 12 minutes, Heinrich Müller découvrira quelque chose qui le hantera jusqu'à sa mort en 1987. Ces hommes n'ont pas été tués. Ils ont simplement cessé d'exister. Dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné. Le matin commence ordinairement. Le brouillard automnal des Vosges n'a rien d'inhabituel en cette saison. Pourtant, le sergent-chef Otto Beckmann, météorologue amateur depuis 15 ans, trouve la densité anormale. À 06h, la visibilité est inférieure à 2 mètres. Température, 4 degrés Celsius. Humidité, 98%. Absence totale de vent. Beckmann note dans son carnet personnel « brouillard stationnaire ». Pas de dissipation prévue avant midi. Il se trompe. Ce brouillard ne se dissipera jamais. À 06h15, le bataillon de reconnaissance motorisé, composé de 8 véhicules Kübelwagen type 82 et 2 motos BMW R75, s'enfonce dans la brume en direction du village de Sainte-Marie-aux-Mines. Le lieutenant Karl Schneider, 28 ans, fils d'instituteur de Hambourg, commande la colonne. Son dernier message radio, enregistré à 06h18, visibilité nulle, progression à 10 km/h. Boussole fonctionne normalement, on continue. À 06h23, plus rien. Müller attend 5 minutes réglementaires avant de lancer la procédure d'urgence. Il ordonne au caporal radio Ernst Hoffmann d'utiliser la fréquence d'urgence rouge. Aucune réponse. Il envoie alors le lieutenant-colonel Wolfgang Schmidt avec le 2e bataillon de reconnaissance. 12 hommes sur 6 motos. Schmidt part à 06h31. À 06h35, son dernier message « Nous sommes à environ 300 mètres de votre position. Le brouillard ici est différent, plus froid, plus dense. On dirait qu'il absorbe les sons. Je ne peux même plus entendre mon propre moteur clairement. On continue, puis le silence. Müller ordonne immédiatement l'arrêt de toute progression. Il fait établir un périmètre défensif en fer à cheval, dos à la lisière sud de la forêt. Devant lui, le mur de brume s'étend sur 2 km de largeur et profondeur inconnues. Dans son journal de guerre, retrouvé en 1978, Müller écrira « C'était comme regarder dans la gueule d'un animal vivant ». Ce que Müller ignore à ce moment précis, c'est qu'à 42 km de là, le général-major Hermann Balck, commandant du L-17 Corps Panzer, reçoit des rapports similaires de 3 autres divisions. Sur un front de 85 km, entre Remiremont et Colmar, 7 bataillons allemands ont cessé toute communication. 6300 hommes évaporés. Balck convoque une réunion d'urgence à 08h dans son QG de Mulhouse. Sont présents le colonel d'état-major Dieter Hoffmann, expert en guerre chimique, le major Erich Kessler, spécialiste météorologique, et le capitaine de l'Abwehr Konrad Steiner, officier de renseignement. Hoffmann présente son hypothèse, arme chimique alliée expérimentale, possiblement basée sur du phosgène modifié. Kessler la réfute. Aucun vent pour disperser un gaz, et la température est trop basse pour une efficacité maximale. Steiner, lui, reste silencieux. Il a reçu un rapport troublant de l'agent Libellule, infiltré dans la résistance locale. Selon ce rapport, la veille au soir, les maquisards ont évacué tous leurs postes dans un rayon de 15 km autour de Sainte-Marie-aux-Mines. Raison invoquée, les anciens disent de ne jamais rester quand le brouillard blanc arrive.
6 semaines plus tôt, début septembre 1944, le haut commandement allemand planifie le Westwall, la ligne de défense ultime avant le territoire du Reich. La 553e division d'infanterie reçoit l'ordre de fortifier le secteur des Vosges, stratégique car gardant l'accès direct à Strasbourg. Le général-lieutenant Kurt von Moellendorff, commandant divisionnaire, 51 ans, vétéran de la campagne de Pologne et de Russie, déploie ses forces selon un plan méticuleux. 1er bataillon, position défensive à Sainte-Marie-aux-Mines. 2e bataillon, avant-poste dans la forêt. 3e bataillon, réserve mobile. L'artillerie divisionnaire dispose de 16 canons le FH 18 de 105 mm et 8, pack 40 antichars de 75 mm. Les munitions stockées, 4200 obus explosifs, 1800 obus perforants. La division compte également 240 mitrailleuses MG42, cadence de tir, 1200 coups par minute, portée effective 800 mètres. Von Moellendorff est confiant. Ses hommes sont fatigués mais expérimentés. Le moral est correct malgré les nouvelles du front occidental. Le ravitaillement arrive régulièrement. Les défenses sont solides. Pourtant, un détail inquiète von Moellendorff. Le 28 septembre, lors d'une patrouille de routine, le sergent Andreas Wolf et 4 hommes disparaissent pendant 3 heures. Quand ils réapparaissent, hébétés, Wolf raconte une histoire incohérente. Nous avons marché en cercle, nos boussoles tournaient. Nous entendions des voix mais ne voyions personne. Le médecin divisionnaire, le docteur Helmut Braun, 44 ans, diagnostique stress de combat et fatigue. Wolf est mis au repos. Mais 3 jours plus tard, un autre incident. Le caporal-chef Rudolf Bauer, 35 ans, père de 3 enfants de Munich, part chercher du bois avec son escouade de 8 hommes. Ils reviennent au camp après seulement 40 minutes, terrifiés. Bauer rapporte « Nous avons trouvé des uniformes français de 1870, une trentaine, disposés en cercle parfait, comme si les hommes à l'intérieur avaient disparu. » Von Moellendorff ordonne une enquête. Le lieutenant Martin Schäfer, officier du renseignement, découvre que les habitants locaux évitent certaines zones de la forêt. Un vieux paysan, Jean-Baptiste Mercier, 68 ans, raconte à l'interprète « Mon grand-père disait que pendant la guerre de 70, toute une compagnie bavaroise a disparu ici. On a retrouvé leurs fusils en cercle. Pas de corps. Jamais. » Von Moellendorff classe le rapport comme folklore local et ordonne de renforcer la discipline. Il ne peut pas se permettre de croire à des superstitions. L'armée américaine de Patton avance. Chaque jour compte. Le 10 octobre, il déplace 2 bataillons supplémentaires dans la zone forestière. Parmi eux, le capitaine Friedrich Weber, 29 ans, ingénieur civil avant-guerre, spécialiste des fortifications. Weber supervise la construction de bunkers en béton, profondeur 3 mètres, mur de 80 cm, résistant aux obus de 155 mm. Le travail avance bien, les hommes creusent, bétonnent, camouflent, la forêt elle-même devient une forteresse. Weber note dans une lettre à sa femme Greta, à Dresde, datée du 12 octobre. « Ici, c'est étrange, beau mais étrange. La forêt est trop silencieuse, les oiseaux ne chantent pas, les habitants nous regardent avec pitié, comme si nous étions déjà morts. Mais ne t'inquiète pas, chérie, je serai de retour pour Noël. Il ne reverra jamais Noël. » Le 13 octobre au soir, la routine habituelle. Les hommes mangent du ragoût de pommes de terre avec du pain noir, distribution de cigarettes, lettres du front. Le caporal Hans Dietrich, 21 ans, étudiant en philosophie de Berlin, lit à voix haute une lettre de sa sœur. Elle parle de bombardements, de pénurie, d'espoir que tout finisse bientôt. Les hommes écoutent en silence. Ils savent qu'ils défendent une cause perdue, mais ils sont soldats. Ils obéissent. À 22h, extinction des feux. À 22h30, le service météo divisionnaire publie son bulletin. Brouillard épais prévu à partir de 04h. Dissipation progressive vers 10h. Visibilité réduite à 50 mètres. Pas d'opérations aériennes possibles. C'est un bulletin standard. Personne ne soupçonne quoi que ce soit d'anormal. À 23h15, le soldat Erich Hartmann, faction au poste d'observation Alpha 3, rapporte par téléphone de campagne « Brume légère arrive de l'Est. Température chute rapidement. Demande permission d'allumer bras zéro. »
Permission accordée. À minuit, tout est calme. À 03h47, le caporal de garde Thomas Klein note dans le registre « Brouillard très épais, visibilité 0, rien à signaler ». Ce sont les dernières lignes qu'il écrira jamais. À 06h23, nous revenons au moment critique. Müller fait face à une décision impossible. Ses ordres sont clairs, maintenir les positions, pas de repli sans autorisation du commandement. Mais comment maintenir des positions quand on ne sait même plus où elles sont? Il décide d'attendre. À 07h, une légère amélioration. La visibilité passe à 5 mètres. Müller forme une patrouille de 12 volontaires. Le sous-lieutenant Peter Richter, 25 ans, fils de pasteur de Leipzig, prend le commandement. Les hommes sont équipés de fusils Mauser K98K, grenades modèle 39, lampes torches et 200 mètres de corde. Le plan, progresser lentement, corde tendue entre chaque homme, espacement de 5 mètres. Richter donne ses instructions. Au moindre problème, on revient, pas d'héroïsme, compris? Les hommes acquiescent. À 07h12, ils disparaissent dans la brume. Müller attend. À 07h45, la corde se tend soudainement. Puis, elle se relâche. Müller ordonne de tirer. Les hommes tirent centimètre par centimètre. La corde revient. Vide. Attachée au bout, une montre de poche. Celle de Richter. Le boîtier est ouvert. À l'intérieur, gravé par une main tremblante avec la pointe d'un couteau, « Fuyez ». Cette histoire nous a demandé beaucoup de temps à préparer et raconter. Si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Revenons maintenant à l'histoire. Müller prend la décision la plus difficile de sa carrière militaire. À 08h30, il ordonne le repli complet. 2400 hommes restants abandonnent position, équipement lourd, munitions. Ils se replient vers le sud en formation serrée, dos à la brume. La retraite est disciplinée mais rapide. À 09h15, ils sont à 4 km du périmètre initial. Le brouillard ne les suit pas. À 10h01, ils établissent une nouvelle position défensive sur une crête dégagée. Müller envoie un rapport urgent par radio militaire longue portée. À commandeur Host, perte catastrophique. Environ 1800 hommes disparus, cause inconnue. Demande renfort et instructions urgentes. La réponse arrive à 11h30, signée du général Balk lui-même. Tenez position actuelle. Interdiction formelle d'approcher zone de brume. Équipe spéciale en route. Silence radio absolu sur nature de l'incident. L'équipe spéciale arrive le 15 octobre à 14h. 3 Mercedes-Benz type 770 noirs, escorte de 20 soldats de la SS Totenkopf. À leur tête, le SS Standartenführer Otto Rahn, 39 ans, ancien archéologue, membre de l'Ahnenerbe, l'Institut de recherche occulte des SS. Avec lui, le professeur Werner Heisenberg, 43 ans, physicien théoricien, prix Nobel 1932, et le docteur Kurt Blom, spécialiste en armes biologiques. Rahn interroge Müller pendant 4 heures. Il prend des notes détaillées. Il demande des descriptions précises, des horaires exacts, des positions géographiques. Puis, il donne un ordre étrange. Rassembler tous les objets personnels récupérés des disparus. Montres s'alliance, médailles religieuses, photographies, tout. Müller obéit. Les objets sont rassemblés dans 5 caisses en bois. Rahn les examine minutieusement. Il sort une machine bizarre, sorte de compteur Geiger modifié. L'appareil cliquette près des objets. Rahn hoche la tête, satisfait. Il ne donne aucune explication. Le 16 octobre à l'aube, Rahn organise une expédition dans la zone. 20 SS volontaires, équipement complet de protection chimique, masque à gaz GM38, combinaison imperméabilisée. Heisenberg reste au camp de base avec ses instruments de mesure, magnétomètre, électroscope, compteur Geiger dernière génération. Rahn lui-même dirige la progression. Les hommes avancent en formation triangulaire, reliés par câbles d'acier. Derrière eux, 4 bobines de câbles téléphoniques, 800 mètres au total. La communication reste établie par ligne filaire directe. À 06h45, ils entrent dans la brume. À 06h52, premier rapport, température a chuté de 8 degrés. Nous sommes à 15 degrés négatifs maintenant. C'est impossible. Visibilité 2 mètres. Le brouillard a une teinte bleuâtre.
boussoles deviennent erratiques. Progression continue. À 07h03, nous avons trouvé quelque chose. Des uniformes, des centaines, disposés en motifs géométriques, comme des cercles concentriques. Pas de corps, juste les uniformes, aplatis, comme si les hommes à l'intérieur s'étaient évaporés. Les montres indiquent toutes 06h34 précises. Les armes sont là aussi. Fusils, pistolets, munitions, tout intact. On continue. À 07h18, la transmission devient difficile. Parasite, distorsion. La voix de Ran est à peine audible. Nous, structure, pierre, ancien, ne devrait pas. Ici. Puis le câble se tend violemment. Heisenberg ordonne de récupérer immédiatement. Les hommes tirent sur le câble. Il vient facilement, trop facilement. Au bout, attachés par leurs mousquetons, 5 masques à gaz, vides. Les combinaisons sont là aussi, affaissées, comme des peaux de serpents abandonnés. Heisenberg examine les vêtements. Ils sont glacés, couverts d'une fine couche de givre. Les compteurs Geiger explosent. Radiation inconnue. Pas gamma, pas bêta, pas alpha. Quelque chose d'autre. Heisenberg notera dans son rapport classifié, les lectures sont incompatibles avec toute physique connue. C'est comme si la matière elle-même se comportait différemment dans cette zone. Une sorte de décohérence quantique à échelle macroscopique, théoriquement impossible. Et pourtant, le 17 octobre, le commandement prend une décision radicale. Balk ordonne le bombardement de la zone. Artillerie lourde, 8 obusiers K-18 de 160 mm, portée 29 km, obus de 68 kg. De 14 ans à 16 ans, tir de barrage massif. 400 obus sur une zone de 2 km². Les explosions sont assourdissantes. La terre tremble. Les arbres sont pulvérisés. Quand le bombardement cesse, la brume est toujours là. Intacte. Les obus ont explosé, les cratères sont là, mais la brume n'a pas bougé. Elle reste dense, blanche, immobile. Balk ordonne alors un tir de fusée éclairante phosphorique. 12 fusées, 200 000 candélas chacune. Elles explosent au-dessus de la brume. La lumière devrait percer n'importe quel brouillard naturel. Mais rien. La brume absorbe la lumière comme un tissu noir. Les observateurs rapportent, c'est comme si la lumière elle-même mourait dans cette chose. Le 19 octobre, nouvelle tentative. Cette fois avec des chiens. 12 bergers allemands du 341e bataillon de chiens de guerre, dressés pour le combat, le pistage, les missions dangereuses. Le sergent-maître Hans Krüger, maître chien depuis 1938, refuse catégoriquement d'envoyer ces animaux. Ces chiens ont combattu en Pologne, en France, en Russie. Ils n'ont jamais eu peur de rien. Mais ça, ils montrent la brume. Regardez-les. Les chiens tremblent, gémissent, refusent d'avancer. 2 vomissent, 1 urine de peur. Krüger les ramène. Il dira plus tard, les animaux savent. Ils sentent ce que nous ne pouvons pas sentir. Cette chose n'est pas naturelle. Le même jour, 3 désertions. 3 soldats, tous vétérans, s'enfuient pendant la nuit. Ils sont rattrapés à 30 km. Normalement, peine de mort. Mais Balk est clément. Il comprend. Il les fait emprisonner mais les laisse vivre. Dans leurs interrogatoires, les 3 racontent la même chose. Des cauchemars, des voix qui les appellent, la sensation d'être observés. L'impression que la brume se rapproche chaque nuit, centimètre par centimètre. Le 22 octobre, ordre vient de Berlin même, du Führerhauptquartier, signé par le maréchal Wilhelm Keitel, chef de l'OKW. Message laconique. Zone déclarée Verboten. Périmètre de sécurité 5 km. Exécution immédiate de tout civil tentant d'approcher. Pas d'explication publique. Incident classifié Geheime Reichssache. Secret d'État absolu. Balk établit le périmètre. Patrouille constante. Barbelés. Panneaux. Achtung mine. Attention mine. Les habitants locaux sont réinstallés de force. 15 villages évacués. 4000 personnes déplacées vers l'Allemagne. Beaucoup protestent. Certains disparaissent avant l'évacuation forcée, fuyant vers les maquis. Le maire de Sainte-Marie-aux-Mines, Alphonse Mercier, 52 ans, refuse de partir. Le 24 octobre, une patrouille le trouve pendu dans son bureau. Suicide apparent.
Mais son fils, Jacques Mercier, 19 ans, racontera en 1989 « Mon père avait découvert quelque chose, des documents, des cartes anciennes. Il disait que cette zone était connue depuis le Moyen-Âge, que des choses disparaissaient ici depuis toujours. Il voulait prévenir les gens. Le lendemain, il était mort. Début novembre, l'avance américaine reprend. La 3e armée de Patton progresse rapidement. Le 12 novembre, les premiers éléments du 45e régiment d'infanterie US atteignent les abords sud de la zone interdite. Leur commandant, le colonel James Mitchell, 38 ans, de Boston, reçoit un briefing étrange de l'intelligence militaire. L'officier du S-2, le capitaine Robert Hayes, lui présente des photos de reconnaissance aérienne. « Colonel, il y a un problème avec ce secteur, regardez. Les photos montrent la brume. Vue d'en haut, elle forme un cercle presque parfait, diamètre environ 3 km. » Hayes continue. « Nous avons survolé cette zone 6 fois en 3 semaines. La brume est toujours là, toujours exactement la même forme, toujours exactement la même densité. Aucune variation selon l'heure, la météo ou la température. C'est statistiquement impossible. » Mitchell ordonne un détour. Pas d'engagement dans cette zone. Les GI avancent par l'est. Les Allemands se replient. La guerre continue. La zone reste intouchée. Le 23 novembre 1944, dernier rapport officiel allemand concernant l'incident, rédigé par von Moellendorff lui-même, évacué vers Stuttgart. Bilan final, 2127 hommes disparus entre le 14 et le 19 octobre, 0 corps récupérés, matériel perdu, 380 fusils, 42 mitrailleuses, 8 mortiers, 4 canons, 180 véhicules divers, 40 000 munitions. Cause officielle, opération de guérilla sophistiquée menée par maquis français avec armes chimiques inconnues. Cause réelle, inconnue. Recommandation, ne plus jamais approcher cette zone. Considérée comme définitivement contaminée. Le rapport est classifié et enterré dans les archives de l'OKW. Il ne sera déclassifié qu'en 1994, 50 ans plus tard, suite à une demande d'un historien français, Claude Marchand, qui enquête sur les disparus de guerre. En janvier 1945, les Américains occupent définitivement la région. Le colonel Mitchell établit son QG à Colmar. Un jour, un fermier français, Paul Dietrich, 67 ans, vient le voir. Il parle allemand et français. Par l'interprète, il raconte « Colonel, mon fils est là-dedans, mon Pierre. Il était soldat français en 1940, fait prisonnier, envoyé travailler ici pour les Allemands. En septembre dernier, ils l'ont envoyé couper du bois dans la forêt. Il n'est jamais revenu. Les Allemands ont dit qu'il s'était enfui. Mais je sais, il est dans la brume, avec les autres. » Mitchell est sceptique mais touché. Il organise une patrouille de reconnaissance. Le 8 janvier 1945, 15 hommes de la compagnie Baker entrent dans la zone. Équipement complet, radio portative SCR 300, autonomie 3 km. Le sergent Mike O'Connor, 29 ans, de Chicago, commande. À 09h15, ils entrent dans la brume. À 09h23, premier rapport radio. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? La brume est glaciale. On ne voit même pas nos propres mains. Les boussoles tournent comme des toupies. Thompson, arrête de paniquer. On garde notre calme et on continue. À 09h31, on a trouvé, merde, des uniformes partout. Allemands, français et, attendez, certains sont vieux. Vraiment vieux. Genre Napoléon vieux. Qu'est-ce que... Grésillement. Puis silence. Mitchell attend 1 heure, puis 2. À 11h45, il envoie une deuxième patrouille, 20 hommes cette fois. Ordre strict, ne pas dépasser 200 mètres, rester en contact radio constant. À 12h03, ils entrent. À 12h09, dernier message. Nous avons trouvé leurs équipements, fusils, casques, gilets. Disposés en ligne parfaite, comme s'ils s'étaient déshabillés et avaient continué à marcher. Mais il n'y a pas de traces de pas, rien. Le sol est intact. C'est comme s'ils avaient juste disparu sur place. On revient maintenant. Ils reviennent, 17 hommes, 3 manquent, le sergent-chef Paul Rodriguez, le caporal Bill Thompson et le soldat David Cohen. Rodriguez, 34 ans, vétéran de Normandie. Thompson, 22 ans, fermier de l'Iowa. Cohen, 21 ans, étudiant en droit de New York.
Ils ne seront jamais retrouvés. Mitchell établit un périmètre de sécurité. Zone interdite. Gardes armés 24/7. Il écrit dans son rapport, recommande fortement de déclarer cette zone comme zone de danger permanent. Nature exacte de la menace. Inconnue, mais réelle et létale. Les mois passent. L'hiver 1945 est rude. En février, un incident étrange. Un soldat en patrouille périmétrique, le Private First Class James Sullivan, 20 ans, de Détroit, jure avoir vu quelqu'un sortir de la brume. Un homme en uniforme allemand. Il marchait vers moi, mais il était transparent. Je pouvais voir à travers lui. Il a ouvert la bouche comme pour parler. Puis il s'est évaporé. Sullivan est sobre, pas d'historique de problèmes mentaux. Le médecin de bataillon, le capitaine Henry Morris, l'examine. Rien d'anormal. Mais Sullivan refuse de retourner en patrouille près de la zone. Il est réaffecté. En mars, autre incident. 2 sentinelles, Timothy O'Brien et Charles Jackson, entendent des voix pendant la nuit. Des chants en allemand. Des chants militaires allemands. Ils appellent le sergent de garde. Quand il arrive, les chants s'arrêtent. Mais les 3 hommes entendent alors autre chose. Des cris de terreur, venant de la brume, pendant 3 minutes. Puis silence total. O'Brien demandera sa mutation le lendemain. Il obtiendra. Il ne parlera plus jamais de cette nuit. Avril 1945. L'Allemagne capitule.